C'était quasiment impossible de parler de sémiologie psychiatrique, sémiologie motrice en psychiatrie, sans aborder la question des antipsychotiques qui, par leur histoire et leur nom même d'origine, font référence à cette sémiologie motrice. Donc j'ai le plaisir de laisser la parole, non pas au professeur Pierre-Michel Lorca qui s'excuse, qui n'a pas pu venir suite à un empêchement de dernière minute, mais à sa collègue, le docteur Hélène Denisot-Bourdelle, donc qui est praticien hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand, qui travaille dans le centre expert schizophrénie de Clermont-Ferrand, et donc qui va nous parler des liens entre sémiologie motrice et traitement pharmacologique. J'imagine quand même plus spécifiquement traitement antipsychotique, mais peut-être pas que. Merci. Bonjour, merci. Nous allons maintenant parler de la sémiologie motrice et des traitements pharmacologiques. Donc, on a décidé de centrer en fait la présentation sur l'apparition de syndrome tardif induit par les antipsychotiques et principalement donc par un antagonisme des récepteurs dopaminergiques. Donc, si on revoit d'un point de vue historique, la première description d'un cas clinique de manifestation motrice involontaire induite date des années 57, donc peu après l'apparition des antipsychotiques par Schoenecker. Il s'agit d'un phénomène dont la réalité et l'importance ont été débattues pendant plusieurs années par la suite pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le caractère assez contre-intuitif de l'apparition de manifestations motrices après l'arrêt d'un traitement antipsychotique. Allô ? Je dois avoir un micro avec un fil. C'est quelque... Donc, tout d'abord, du fait d'un caractère assez contre-intuitif de l'apparition d'une sémiologie motrice après l'arrêt du traitement antipsychotique, dans les semaines suivantes, voire les mois suivants, de la présence de manifestations dyskinétiques et de mouvements stéréotypés chez des sujets schizophrènes non traités et chez des sujets âgés, et aussi du fait de la le particulier rapport de ce traitement neuroleptique pour la prise en charge des patients psychotiques. Pour certains psychiatres, il était difficile d'envisager que ces traitements induisent en fait ce type de mouvements anormaux. Et dans un premier temps, ce trouble majeur de syndrome tardif a été d'ailleurs considéré comme irréversible. Toutefois, on voit assez rapidement que les dyskinésies tardives sont caractérisées et s'intègrent complètement dans la nosographie moderne dès 1980, lors du premier congrès international sur les mouvements anormaux, puis dans une task force américaine publiée en 1992. Donc on retrouve ce type de mouvements anormaux très décrit dans le DSM-5 et très précisé. Et les dyskinésies tardives sont définies comme des mouvements involontaires, athétoïdes ou choréiformes, qui persistent au moins quelques semaines, généralement au niveau de la langue, de la partie basse du visage, de la mâchoire et des extrémités, mais qui peuvent aussi impliquer le diaphragme, les muscles pharyngés ou encore le tonus axial, et qui se développent en association à l'utilisation d'un traitement neuroleptique pour au moins quelques mois. Ces symptômes peuvent aussi se développer après une plus courte période chez les sujets âgés. On retrouve également dans cette classification les notions de dystonie tardive et d'acathisie tardive qui n'existaient pas dans les précédentes classifications. Donc, si on reprend la clinique du trouble, la dyskinésie tardive dite classique fait référence essentiellement à la forme oro-bucco-linguofaciale, la plus connue, mais à l'heure actuelle, on peut parler de syndrome tardif, tardif syndrome, qui regroupe tous les mouvements anormaux induits par les neuroleptiques, donc à la fois la dyskinésie tardive classique, mais aussi les stéréotypies, les dystonies, les myoclonies, l'acathisie, les tics, les tremblements et le parkinsonisme, qui sont considérés comme des entités distinctes et spécifiques. Donc, on voulait vous présenter ce tableau qui précise les caractéristiques de chaque syndrome, avec, donc, comme je disais tout à l'heure, les dyskinésies tardives classiques, qui sont des dyskinésies qui ciblent principalement la région oro-bucco-linguofaciale, mais qui peuvent aussi atteindre les extrémités, ou bien encore les membres inférieurs, ou encore le diaphragme et les muscles pharyngés.
On a aussi le syndrome de dystonie tardive, qui peut être une atteinte focale d'un segment ou généralisée, et classiquement, on va vous le montrer dans des vidéos par la suite, qui se manifeste sous la forme d'un rétrocolis, donc une hyperextension du cou, ou encore un épistotonos, ou encore une extension des bras. On identifie l'acathisie tardive, qui est une sensation d'agitation intérieure avec un sentiment d'incapacité à se reposer et à rester immobile en position assise ou debout. Les tics tardifs, qui sont des tics qui sont difficiles à distinguer d'un syndrome de G de la Tourette, mais qui sont à début beaucoup plus tardifs. On distingue aussi les tremblements tardifs, qui sont plutôt des tremblements de repos, de posture ou d'action, qui ont dans l'ensemble, en général, une grande amplitude et qui sont de faible fréquence. On distingue la myoclonie tardive, qui est une myoclonie de posture qui prédomine sur l'extrémité des membres supérieurs. La chorée tardive, qui accompagne classiquement les démences chez les sujets âgés. Le parkinsonisme tardif, qui est caractérisé par un tremblement de repos, un ralentissement moteur, une persistance d'une rigidité des mois ou des années après l'arrêt du traitement, avec un DaTscan qui est normal, donc qui permet de faire le diagnostic différentiel d'une maladie de Parkinson. On distingue aussi le syndrome post-interruption, donc ça qui est assez classique chez l'enfant et qui apparaît au moment de l'arrêt d'un traitement. Et enfin, on distingue les stéréotypies tardives, qui sont des mouvements sans but, répétitifs et coordonnés des membres et du tronc. Donc un exemple de dyskinésie tardive classique. Alors il faut savoir que le modèle le plus classique, c'est l'apparition chez une femme âgée. Et cette femme a développé les symptômes 2 semaines après l'arrêt brutal d'un traitement par stéméthyl qui était pris depuis 1 an. Alors on voit bien là l'atteinte de la région lingo-vocale avec des mâchonnements, une protrusion de la bouche, des claquements au niveau des lèvres. Voilà, là on voit des torsions au niveau de la langue qui sont très caractéristiques, alors qu'ils font référence à de nombreux patients qu'on peut suivre. Et on voit là l'atteinte de l'extrémité supérieure avec des graspings, et qui peut donner parfois aussi une attitude de joueur de piano ou de joueur de guitare. Donc à savoir que les dyskinésies, elles peuvent atteindre aussi les membres inférieurs avec des mouvements d'hyperextension ou de flexion, et les muscles du diaphragme, donnant parfois une respiration sourde ou une hyperventilation. Donc maintenant, une vidéo qui présente un cas de stéréotypie tardive. C'est un homme de 34 ans qui présente une schizophrénie paranoïde et qui est traité par alloperidol depuis 2 ans et demi et l'urazidone depuis 6 mois. Donc là, on voit bien les stéréotypies au niveau des mains. Et en fait, vous allez voir, l'examinateur lui demande là, à ce moment-là, de mettre les mains dans ses poches, ce qui permet dans le cadre d'une action comme ça volontaire, de diminuer le mouvement anormal. Maintenant, une vidéo qui présente une dystonie tardive. Donc, il s'agit d'un patient âgé de 42 ans qui a un trouble de l'humeur et qui a été traité par cyprasidone et qui a développé des manifestations faciales modérées et diminué son traitement et présenté, malgré la diminution de son traitement, une aggravation, une généralisation des manifestations. Donc on voit au niveau facial le latérocolis, avec des mouvements oculogyres, un blépharospasme, et des mouvements aussi de la région orobucolinguale. Et au niveau des membres supérieurs, des mouvements de flexion, et notamment des mouvements de flexion du poignet. Au niveau du tonus axial, on voit bien un mouvement comme ça de rotation interne de l'épaule et une attitude d'hyperextension du tronc en opistotonos. Voilà, donc en ce qui concerne la dystonie,
Il existe des dystonies idiopathiques et on a quand même des éléments cliniques qui nous permettent de distinguer la dystonie tardive de cette dystonie idiopathique, notamment en ce qui concerne le tonus cervical. La dystonie tardive se manifeste surtout par un rétrocolis ou on l'a vu un latérocolis, mais la dystonie idiopathique ce sera plutôt un torticolis. Au niveau du tonus axial, la dystonie tardive se présente plutôt sous la forme d'une hyperextension avec une posture en opistotonose, alors qu'en cas de dystonie idiopathique, on aura plutôt des mouvements latéraux du tronc. Ensuite, en ce qui concerne la dystonie tardive, on a quand même des caractéristiques assez uniques, notamment de rotation interne des bras, d'extension du cou, des flexions des poignets, qui n'existent jamais dans la dystonie idiopathique. Les jambes, les mouvements des jambes sont moins fréquents dans la dystonie tardive que dans la dystonie idiopathique, où ils sont plutôt assez fréquents. Et dans la dystonie tardive, le fait d'induire une action volontaire va réduire les mouvements, alors que dans la dystonie idiopathique, c'est l'exécution d'un mouvement qui va induire ou augmenter l'apparition du mouvement. Donc, dans le cas de dystonie tardive, on a aussi une co-occurrence fréquente d'autres syndromes tardifs. Donc, voici la vidéo qui présente donc un syndrome émergent au sevrage. Donc, je vous disais tout à l'heure que ça apparaissait surtout chez les enfants. C'est le cas un petit peu typique. Donc là, il s'agit d'un enfant de 11 ans qui a un syndrome de Gilles de la Tourette qui est traité pour des troubles comportementaux par olanzapine et flufénazine et qui, à l'arrêt brutal des traitements, a présenté en 2 semaines l'apparition de mouvements des doigts, puis des manifestations choréiques généralisées. Donc là, on voit bien le mouvement un peu de joueur de piano de l'extrémité supérieure avec des mouvements de flexion des coudes, et là des mouvements d'allure plus choréiforme. Alors il faut savoir que ces syndromes émergents au sevrage en général ne durent pas dans le temps, ils vont durer quelques semaines puis s'arrêter, et ils vont pouvoir, en cas d'urgence, être améliorés par la réintroduction d'antipsychotiques. Et ensuite une réduction plus progressive. Voici une vidéo qui va présenter donc les tics tardifs et tremblements tardifs. Donc il s'agit d'un homme de 37 ans qui a été traité pour un reflux gastro-œsophagien pendant 9 mois par Trimperan et qui a développé des tics faciaux et des tremblements des mains qui ont persisté 2 ans après l'arrêt du traitement. Donc là, on voit bien les tics qui affectent la région orobuccale et les tremblements des extrémités supérieures. Donc il n'y a pas que les antipsychotiques qui donnent des troubles, des syndromes tardifs. Dans la littérature, on retrouve d'autres psychotropes qui peuvent notamment induire des dyskinésies tardives et auxquelles il faut penser, notamment en cas de comédication. Donc on a principalement les antidépresseurs tricycliques, les IRS, les IRSMA ou encore le lithium. L'hypothèse doit toujours être envisagée, toujours y penser quand on fait un examen clinique. Donc un exemple de myoclonie sous lithium, chez une patiente qui n'a jamais reçu de neuroleptique. On voit une myoclonie qui affecte principalement l'extrémité des membres supérieurs. Alors d'un point de vue épidémiologique, il y a toute une littérature sur ces éléments-là, sur l'apparition donc de dystonie tardive. Alors souvent les syndromes sont un peu mélangés. On voit, dans la littérature, ils compilent en fait les syndromes, à la fois dyskinésie tardive, acathisie, etc. Donc c'est difficile d'identifier la prévalence de tel ou tel syndrome. Ce qu'on retrouve d'une façon en tout cas assez globale, c'est que les patients exposés aux neuroleptiques ont 20% de risque de survenue de dyskinésie tardive et comparativement à 5% de survenue de dyskinésie chez des patients non traités.
Il y a une étude importante, l'étude de ILSAC, qui a étudié 908 patients sur un suivi prospectif. Et après un an, apparaissait 5% de dyskinésie tardive pour des patients traités. Après 5 ans, 27%. Après 10 ans, 43%. Et après 15 ans, 52%. Donc après 15 ans, on voit qu'à peu près la moitié de la population traitée a des symptômes de dyskinésie tardive. Chez les sujets âgés, on a une incidence cumulative très importante dès la première année, de 5 fois supérieure au sujet qui avait moins de 50 ans. Et à 3 ans, on voit que l'incidence cumulée est proche de 60%. Donc, si ensuite on s'intéresse aux antipsychotiques de seconde génération versus antipsychotiques de première génération, une autre étude, une revue importante de Lucht et Kane regroupe 11 études qui ont étudié en fait l'apparition de dyskinésie ou de dyskinésie tardive, de nouveaux cas chez des patients traités de plus d'1 an, et on retrouve donc un risque plus élevé avec l'halopéridol et également un risque plus élevé chez les sujets traités par antipsychotiques de seconde génération assez similaires. Donc finalement, en ce qui concerne les facteurs de risque individualisés des syndromes tardifs, le seul facteur de risque certain est l'âge élevé, sauf pour les dystonies tardives qui apparaissent plutôt chez l'homme jeune. Le genre féminin est évoqué, la population afro-américaine, une dose plus élevée d'antipsychotiques et une durée d'exposition plus longue, une altération cognitive, la présence de symptômes négatifs, l'existence d'une comorbidité alcoolique ou de substances psychoactives, l'utilisation d'antiparkinsoniens et du lithium, l'utilisation d'anticholinergiques également, sauf dans les dystonies tardives, l'existence de syndromes extrapyramidaux de survenue précoce, le diabète, et on trouve aussi des données sur un statut sérologique HIV positif. Donc comment évoluent dans l'ensemble les dystonies tardives? L'apparition est fréquemment assez insidieuse, en général après une exposition de plus de 3 mois, dans la plupart des cas. Lors des descriptions initiales, les dyskinésies tardives, elles étaient considérées comme irréversibles, mais en fait l'évolution classique, c'est plutôt celle d'une fluctuation avec sans réelle aggravation, avec un espèce de phénomène un peu plateau, et une disparition spontanée dans 2,5% des cas sans traitement spécifique. Donc il y a des auteurs qui ont proposé un algorithme de prise en charge des dyskinésies tardives, donc en fonction de la nécessité ou non de maintenir un traitement neuroleptique et en fonction de la sévérité de la dyskinésie tardive. Donc on voit que pour, par exemple, des patients qui ont besoin encore d'un traitement neuroleptique et qui ont une dyskinésie tardive sévère, la première stratégie, c'est de pouvoir diminuer et d'utiliser de préférence des antipsychotiques de seconde génération. Si la dyskinésie persiste, d'associer de la clozapine, kétiapine ou risperidone. Si ça persiste encore, on a quelques résultats avec l'utilisation d'agents qui entraînent une déplétion en dopamine, comme la réserpine ou la tétrabénazine, et qui ont aussi des effets secondaires non négligeables. On a aussi des données, on retrouve des données avec les agonistes GABAergiques comme le baclofène, et des données avec les antioxydants, avec la vitamine E, mais ces traitements sont plutôt controversés. Et si on n'a toujours pas d'amélioration, ce qui est possible, c'est une stimulation intracérébrale ou une chirurgie. Le rôle de la clozapine nous paraissait important parce que c'est probablement une molécule qui est encore sous-utilisée en termes de tolérance. Et il y a quand même des données, là il y a une revue importante qui montre qu'il y a un réel bénéfice à utiliser la clozapine en cas de dyskinésie tardive et que le bénéfice serait supérieur que les risques associés à son emploi. Donc l'intérêt serait certainement plus important chez les sujets jeunes lors d'une courte durée de syndrome tardif et en cas de dose quand même de posologie assez élevée, supérieure à 600 mg par jour. Toutefois, dans les recommandations, il n'y a rien de vraiment très clair en ce qui concerne la clozapine. En ce qui concerne les dystonies tardives, qui sont vraiment un diagnostic différentiel, les auteurs proposent aussi un algorithme de prise en charge particulier en fonction de la sévérité de la dystonie
et la nécessité ou non de maintenir un traitement antipsychotique. Et là, en cas de dystonie sévère, où il est nécessaire de maintenir un antipsychotique, les recommandations proposeraient plutôt d'associer de la clozapine, la kétiapine, éventuellement, s'il n'y a pas d'amélioration, d'associer un anticholinergique, ce qui est plutôt contre-indiqué en cas de dyskinésie tardive, parce que ça aggraverait plutôt les dyskinésies tardives. Donc ça, c'est vraiment une spécificité des dystonies. Le baclofène ou encore des benzodiazépines. Et s'il n'y a toujours pas d'amélioration, si la dystonie est plutôt focale, on pourrait utiliser une injection de toxine botulique avec des effets plutôt très intéressants. Ou si la dystonie est plus généralisée, une chirurgie du pallidum ou une stimulation intracérébrale profonde bilatérale du globus pallidus. Alors là, c'était pour vous montrer, donc là on va voir le cas d'une patiente qui avait été hospitalisée dans le service, qui présentait une dystonie importante et qui a pu bénéficier d'une stimulation intracérébrale. Donc ça, c'est après stimulation intracérébrale du globus pallidus à 6 mois. C'était pour vous montrer que ça marche bien quand même. On voit vraiment une diminution quand même, pas photo de la dystonie des mouvements. Alors, à retenir, les syndromes tardifs, ils font référence à un groupe de troubles qui sont caractérisés par une survenue tardive et souvent qui persiste de mouvements anormaux causés par l'exposition à des bloqueurs dopaminergiques. Il y a des types phénoménologiques distincts qui sont à retenir parce que la prise en charge est différente en fonction de chaque type. Le management est complexe et nécessite encore d'autres études pour être individualisé. Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux choses importantes. C'est d'abord ne pas nuire, donc se poser toujours la question de l'intérêt de l'antipsychotique, de la posologie, réduire si c'est possible, etc. Et deuxièmement, c'est quand même, ça reste la diminution des posologies d'antipsychotiques qui soient de seconde ou de première génération qui doit être envisagée en premier. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation très claire. J'ai appris qu'à Clermont-Ferrand vous utilisiez de la ziprasidone, je trouve ça très classe. Juste une question, donc tu as parlé beaucoup des syndromes tardifs. Sur les syndromes plus aigus, il y avait une théorie qui était la théorie de Metzer dans le passé, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, sur l'action de certains antipsychotiques dits atypiques qui bloqueraient en fait l'effet de blocage D2 par un blocage 5-HT2. Est-ce qu'on parle encore de cette hypothèse dans la littérature actuelle ou est-ce que c'est un peu désuet? Alors, il y avait effectivement cette hypothèse qui avait été mise en avant dans les années 2000. Il n'y a pas eu de nouveaux travaux depuis. Cette hypothèse a été sous-tendue par le fait que le blocage des récepteurs dopaminergiques était plus important pour les antipsychotiques de première génération et moins important pour les antipsychotiques de deuxième génération, avec un effet de libération du récepteur plus rapide, et qu'aussi les antipsychotiques de seconde génération, en bloquant les récepteurs sérotoninergiques, permettraient du coup une diminution des dyskinésies aiguës et peut-être une diminution dans un second temps des dyskinésies tardives. Voilà. Alors ça reste une des hypothèses, mais il n'y a pas eu d'autres travaux à ma connaissance depuis. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pas d'autres questions sur les antipsychotiques? Oui. Il y a certains auteurs. Oui, certains auteurs ont préconisé l'augmentation des doses, au contraire, en cas de dyskinésie tardive. Est-ce que ça a été évalué cette stratégie? Est-ce que c'est dans l'optique de probablement pour bloquer les récepteurs dopaminergiques nouvellement créés et problématiques?
Alors, on trouve dans la littérature des données là-dessus. En fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'en cas d'urgence, effectivement, si les mouvements sont très très importants, il y a un intérêt à augmenter un petit peu les neuroleptiques, mais ensuite d'envisager rapidement une diminution progressive. Ça, c'est sous-tendu par un mécanisme physiopatho, où en fait, quand on bloquerait les récepteurs dopaminergiques de façon prolongée, il y aurait une hypersensibilisation des récepteurs dopaminergiques avec un phénomène de up-régulation. Et du coup, quand on diminue le blocage des récepteurs, il y a cette espèce de mécanisme qui augmente, en fait, qui désinhibe les voies indirectes et directes dopaminergiques. Voilà, donc ça s'explique en clinique. Mais après, c'est pas la méthode à suivre classique. On peut le faire en cas d'urgence. Très bien. Eh bien, merci beaucoup encore, Hélène. Je propose qu'on applaudisse encore. Et on va passer à la présentation suivante.